Il n'y a que 66% des femmes qui se déclarent satisfaites de leur vie sexuelle. La sexualité, c'est pas que pénétrer, quoi. Ça peut être des massages, ça peut être peut-être des préliminaires aussi. Enfin, on va pas se mentir, tu connais beaucoup de massages qui s'arrêtent au stade du massage. Malheureusement, beaucoup d'hommes, après avoir atteint, eux, leur satisfaction personnelle, ne pensent pas à contenter leur femme. Et ça, c'est un vrai problème. Oui. Parce que du coup, ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, la nana, elle se dit « Ouais, donc en gros, je m'allonge, je lui fais plaisir, et moi, bah, que dalle. Je ne suis pas d'accord !» Les hommes sont perçus finalement comme plus efficaces dans la gestion des conflits relationnels. Et alors, je te donne les statistiques. Combien tu les as soudoyés pour avoir ça? 22% des étudiants universitaires restent dans une relation pour des raisons financières. Bonjour à tous et bienvenue encore pour un nouvel épisode donc de Grandir par l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, à nouveau avec Lindsay. Bonjour à tous. On va pouvoir échanger et continuer sur ces éléments un peu statistiques par rapport au couple, ou plutôt de l'homme et sa relation à la femme, et inversement, et dans tous les sens finalement. Aujourd'hui, je pense qu'on a récolté encore pas mal de statistiques. On a essayé d'aller chercher des éléments un peu piquants, ou drôles d'ailleurs. Toi surtout. Dans mon cas, peut-être. J'ai bien vu que tu voulais t'en prendre ouvertement aux femmes. Alors ça, on verra. Mais il semblerait que je sois allé chercher, en effet, en quoi... Alors attention, en quoi les hommes... Fais attention, fais très attention. Je la refais. En quoi les hommes sont meilleurs que les femmes dans les relations justement hommes-femmes, selon des statistiques qui sont pour le coup avérées. Et rien n'est ressorti. Et bien si justement j'en ai demandé 20, il m'en a sorti bizarrement 20. Si je lui en avais demandé 100, peut-être qu'il m'en aurait donné 100. 20 très mauvaises. Eh bien écoute, on va voir. En tous les cas, est-ce que toi tu veux commencer avec certains ou j'attaque sur ça? Non, je t'en prie. Ouvre les hostilités. Ok, alors, élément un peu, je dirais, anodin, ou pas, tu me diras. Mais il se trouve que 20%, non, je la reformule. Les hommes sont impliqués dans 20% moins d'accidents causés par des erreurs de jugement comparées aux femmes. As-tu un exemple concret? Parce que j'ai pas d'exemple concret. Je pense que l'erreur de jugement vient peut-être du fait, alors c'est à travailler, mais il a été scientifiquement prouvé que les femmes éprouvent plus d'empathie que les hommes. Oui. Et peut-être que vous êtes sur un modèle qui est plus pragmatique et que les femmes, elles, accordent peut-être plus d'espoir dans le genre humain en se disant que peut-être que la personne, c'était un accident, c'était pas volontaire, et c'est peut-être d'arrondir davantage les angles que les hommes, et que vous en profitez en disant non mais j'ai pas fait exprès alors qu'en fait c'était volontaire. Alors j'aime beaucoup l'idée. Malheureusement, on parle des accidents qui sont causés par l'erreur de jugement. Donc l'erreur de jugement amène à l'accident. Donc c'est pas en après-coup, mais c'est en avant-coup. Ok, et bien très bien. Dans ce cas, j'ai envie de te dire, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et tac. En tous les cas, on vous souhaite, mesdames, et alors toi je sais que tu es une très bonne conductrice, donc c'est assez drôle, mais on vous souhaite, mesdames, Ah, c'est évidemment. Au volant tu parles? Ouais, là je parle justement conduite automobile. Ah mais alors là je suis désolée, mais même moi j'ai des femmes que je peux pas défendre. Ah ouais, voilà, bon, on est d'accord. Mais donc les hommes font 20% moins d'accidents que les femmes finalement, qui sont causés par des erreurs de jugement. J'ai envie de dire, j'ai entendu ça récemment. Il y a certains cas où les hommes sont très contents que les femmes prennent le volant. Donc bon, nous on n'a pas ce cas-là parce que toi tu ne bois pas, mais c'est vrai Sens inverse. Dans le sens inverse, et c'est vrai que les statistiques montrent que généralement après une soirée alcoolisée, la femme est plus sujette à prendre le volant que l'homme. Je fais une petite aparté, messieurs, arrêtez d'être des alcooliques. Au bout d'un moment, voilà, prenez vos responsabilités, c'est vous qui conduisez madame, ça ira, ça se passera bien. Enfin, les femmes aiment conduire aussi, c'est pas la question, mais il faut une parité. Moi, j'avoue que ça m'arrange si on est en soirée et que j'ai envie de consommer de l'alcool ce soir-là, avec modération forcément, de savoir que tu peux conduire après. Mais c'est vrai que dans les couples où les deux peuvent avoir envie de consommer de l'alcool, généralement, c'est la femme qui s'y colle parce que plus raisonnable que monsieur. Donc après, ne venez pas vous plaindre s'il y a des problèmes, parce que quand vous voulez, ça vous arrange. Voilà.
En tous les cas... Ou alors, prenez le bus. En tous les cas, c'est malheureux, mais oui, les femmes sont bel et bien source de plus d'accidents que les hommes. Mais peut-être parce qu'elles ont une charge mentale plus grande, plus d'anxiété au quotidien. Ça peut être plein de raisons. Ça peut être plein de raisons et je ne leur jette pas la pierre. C'est seulement les faits. Point suivant. Vas-y. Alors, là, pour la résolution des conflits... Mais la femme est meilleure. Eh ben, Si. écoute... Si. Je prends mes statistiques. Les hommes sont perçus finalement comme plus efficaces dans la gestion des conflits relationnels. Et alors, je te donne les statistiques. Combien tu les as soudoyés pour avoir ça? Avec 60% des couples qui rapportent que les hommes adoptent une approche plus directe et factuelle. Et c'est une étude qui a été faite par Pont Harvard. Alors moi, je PON pense Harvard. que ça, c'est dû au fait que les femmes essaient de vous faire passer le message que vous refusez d'entendre. Ah, mais vous tournez autour du pot Et aussi. que Voilà. quand, par contre, vous avez décidé de vous entendre, de poser les pieds dans le plat, en fait, généralement, c'est déjà trop tard. Donc la femme ne peut qu'acquiescer parce que ça fait déjà des semaines, des mois, peut-être même des années qu'elle essaie de vous aiguiller sur ça. Enfin, vous décidez d'en parler. Finalement, c'est exactement ce qui est dit ici. C'est que vous n'êtes pas assez direct et factuel. Mais généralement- Vous tournez autour du pot. Non, généralement, même si une femme est factuelle, le mec va se dire, et ça, c'est mot pour mot ce qui est sorti dans l'étude, oui, mais c'est pas grave, c'est pas si important que ça, elle m'aime quand même, puisqu'elle est encore là, donc en fait, c'est que c'est pas si important. Et en fait, vous pensez que ce qu'on vous dit n'a aucune importance. Sauf que, réalité des faits, c'est que la femme, au bout d'un moment, elle s'éloigne, et après, c'est fini, c'est trop tard. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'être dans cette situation-là? Prenons la situation où les deux mettent de l'eau dans leur vin, tu vois. Et finalement, je veux bien écouter ta statistique. Je tiens à signaler qu'en termes d'investissement dans la relation, les femmes qui sont plus investies émotionnellement sont aussi beaucoup plus motivées à travailler à la résolution de problèmes. Et elles sont généralement plus enclines à chercher des conseils et des thérapies de couple en cas de besoin que les hommes. Donc c'est celles qui sont malheureusement dans la minorité. Parce que c'est celles qui, tu as dit, sont émotionnellement plus investies, c'est Non, ça? mais c'est la majorité des femmes. J'ai fait la comparaison homme-femme, l'investissement de l'homme et de la femme dans la relation. Et qui est meilleur dans la relation? La femme. Eh bien, on va continuer alors. On va continuer. Mais je suis désolée, les femmes résoudent plus de problèmes. Dans la résolution de conflits, les femmes ont tendance à adopter des stratégies de résolution de conflits plus constructives, plus de discussions, de négociations par rapport aux hommes qui peuvent avoir tendance à éviter les conflits ou à réagir de manière plus agressive. Ah, ça, messieurs, par contre, il faut reconnaître que ça ne sert à rien d'être agressif. Et il est vrai que la majorité des hommes, enfin la majorité, je sais pas, mais en tout cas une partie des hommes sont quand même relativement agressifs. Mais par contre, il ne faut pas oublier que la femme aussi l'est. Hein. La femme peut l'être. Et beaucoup même. Je pense que l'homme, quand qui madame le devient dit. agressive, il la ferme. Hein. Il n'a pas le choix, je crois. Bah, bien sûr, mais généralement la femme devient agressive parce que l'homme a commencé à être Mais non, agressif. c'est totalement faux. Enfin, c'est pas faux tout le temps. C'est faux peut-être dans une majorité des cas. C'est vrai, pour la majorité des cas. Alors, participation aux décisions financières. Les hommes prennent souvent des décisions financières majeures dans le couple, avec 55% des hommes responsables des investissements et des grandes décisions financières. Donc, on est presque à une parité, et c'est pas mal, et je pense que ça peut arriver à venir. C'est une question de quelques années peut-être pour qu'on ait cette parité, et c'est très bien. C'est très bien. Oui. Je rappelle quand même que ça fait même pas 60 ans que les femmes ont le droit d'avoir leur propre compte bancaire. Faut quand même pas l'oublier. Et progression exponentielle, hein. Non mais oui, c'est pour ça que c'est hyper intéressant de voir, parce qu'il y a encore 60 ans, une femme, pour faire des dépenses, devait demander l'accord de son mari. Donc c'est plutôt très encourageant, je trouve. Ouais, exactement. Et ça, c'était une étude de Team Stage. Donc, non, c'est intéressant. Parce qu'on se retrouve vraiment avec, je dirais, une continuité vis-à-vis de ce qui a été mis en place il y a quelques années en arrière, donc quelques dizaines d'années en arrière, qui pousse finalement vraiment la relation homme-femme sur une équité, on va dire, dans les relations et le côté financier de la relation, quoi. Ah ouais, je trouve que c'est très encourageant. Et pourvu que ça continue. Ouais. Le but, c'est d'arriver en effet à un 50-50. Exactement. On va essayer de garder le rythme. J'enchaîne. Et est-ce que j'en ai 20? Vas-y. Et ça va être marrant. Support émotionnel.
Les femmes sont meilleures. Écoute, Oui. je te mets Mais vas-y, je te mets en confrontation. Non, Et moi, mais- c'est une source de l'INSEE. Pas toi, mais de INSEE, n'est-ce pas? Institut national, je sais plus. Vas-y. 68% des hommes recherchent le soutien émotionnel de leur partenaire, contribuant à une relation plus solide et équilibrée. 68%. Relis. Non, mais vas-y, relis. 68% des hommes recherchent le soutien émotionnel de leur partenaire, contribuant à une relation plus solide et équilibrée. Oui, mais t'as pas l'autre partie. 68% Ah des oui, hommes. non, mais moi, j'ai pas travaillé comme ça. Ah, Moi, je travaillais en comparaison. une confrontation. Ah, Non. c'est donc ça. Non, pas en confrontation. En tous les cas, tous les hommes ne recherchent pas le soutien émotionnel, c'est ce qu'il faut en sortir. Mais finalement, ceux qui le font contribuent à une relation plus solide et équilibrée. Donc, c'est pas en comparaison par rapport à la femme. Il a été prouvé que dans le couple, en termes de soutien, alors il y a plusieurs catégories. Tu vois, il y a les soutiens dans les transitions de vie, par exemple, arrivée d'un enfant, déménagement, etc. Les femmes, en fait, prenaient plus d'initiatives pour aider le couple à naviguer à travers les périodes de transition en amont des hommes. Et qu'en fait, les femmes avaient été dans l'anticipation. Ok. Donc justement pour éviter que le compagnon se retrouve lui dans cette détresse-là. Ok. Donc en fait la femme apporte du soutien sans que l'homme ait besoin d'en demander en amont. Et je reprends mon autre statistique. Elles sont aussi plus soutenantes émotionnellement, plus enclines à offrir du réconfort et de l'encouragement. Oui, c'est vrai. Et là, on est reconnaissant. Enfin, j'espère, monsieur. Mais oui, on est reconnaissant à ça. Parce qu'en réalité, c'est ce qui nous permet aussi, nous, de pouvoir se concentrer sur les choses de la vie par un moment et prendre cet aspect décisionnaire, finalement, et être dans l'action et que vous soyez là pour nous soutenir. Très agréable. J'enchaîne avec un autre point qui va être sujet à des échanges un peu plus poussés. Une étude de Poussé Tim ou Stage. polémique? Les deux, peut-être. C'est concernant les initiatives sexuelles. On a les hommes qui prennent l'initiative sexuelle dans 70% des relations, ce qui peut renforcer la satisfaction sexuelle globale du couple, mais ça veut aussi dire qu'il y a un déséquilibre. Oui. Et ça, je suis pas d'accord. moi. Est-ce que vous êtes prêts à entendre la vérité? Alors attends, avant, je vais d'abord ajouter un élément. Et je sais pas de quelle vérité tu parles. Mais on a quand même 70%, c'est les hommes qui prennent l'initiative. Donc, dans l'idée, moi j'aimerais bien qu'il y ait une parité, tu vois. En vérité, c'est pas ou à l'homme ou à la femme. Ça doit être aux deux. C'est un engagement commun. Et peut-être que pour la femme, à l'heure d'aujourd'hui, il y a peut-être ce manque d'initiative parce qu'il y a la perception de ce qu'on peut paraître. Et en fait, je pense que c'est un gros élément pour les femmes à ce niveau-là. Et moi, je souhaiterais que les femmes... T'as hâte de me le dire, hein. D'accord. Je souhaiterais que les femmes osent aussi, en fait, finalement, pour qu'on ait cet équilibre. Est-ce que tu as combiné ta recherche à la satisfaction sexuelle? Non. Et en fait, le problème, il est là. C'est que la satisfaction masculine est bien plus haute que la satisfaction féminine. Et que malheureusement, beaucoup d'hommes, après avoir atteint, eux, leur satisfaction personnelle, ne pensent pas à contenter leur femme. Et ça, c'est un vrai problème. Oui. Parce que du coup, ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, la nana, elle se dit « Ouais, donc en gros, je m'allonge, je lui fais plaisir, et moi, bah, que dalle. Je ne suis pas d'accord. Tapons du poing sur la table. Oui, on et est donc, d'accord. en fait, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui, au bout d'un moment, se disent « Ouais, bah, en fait, soit vont le faire pour faire plaisir, en se disant bon, et puis moi, je me ferai plaisir toute seule plus tard. » Vraiment, hein, c'est triste, mais c'est le cas. Ou alors aussi, ça vient du fait que parfois, le partenaire ne comprend pas l'attente de la femme. Et en fait, lui va stigmatiser le fait que, en fait, va se dire oui, non, mais pas tout de suite, on fera ça tout à l'heure. Et pour lui, c'est OK. Alors que si une femme fait ça, ça va être considéré comme un refus. Alors que la femme ne considérera pas un refus de l'homme. Ouais, je pense que dans la majorité des cas, ça doit être un. Et alors, attends, on va faire un mix de tout ça parce que c'est intéressant, là, toutes les datas qu'on a. On a l'homme qui a 70% dans l'initiative. Mais la réalité, c'est qu'il est dans l'initiative.
mais la majorité du temps, tu avais dit combien de pourcents, je sais plus. Je sais plus, faudrait que je la retrouve. La majorité de du la temps. Satisfaction, tu veux? Ouais, c'est ça. Faut que je la retrouve. Ça ne satisfait pas madame, ça le satisfait lui. Donc Oui. il y a un côté un peu égoïste. Et indirectement encore, dans le cas où il y a cette non-satisfaction ou un refus, ou enfin pas un refus, mais en fait c'est pas le timing pour madame, eh bien c'est considéré comme un refus et c'est stigmatisé. Donc là on a quand même pas mal d'éléments. J'ai reposé la question pour essayer de la retrouver. Dans tous les cas, moi ce que j'ai à dire là-dessus, c'est que en effet, messieurs, il va falloir commencer à penser ensemble, à faire les choses ensemble et à éviter de penser qu'à vous. En tout cas, si vous voulez une relation qui dure, vous ne pouvez pas attendre de madame de vous subvenir à vos besoins uniquement et ne pas satisfaire les siens. Et ceux qui auront des relations plus durables, plus saines, tant au niveau sexuel que dans le couple global, parce que, on va dire, l'élément sexuel a un impact sur la relation, eh bien, ce sera ceux qui vont prendre le temps de satisfaire leur partenaire. Et ça, je ne peux que insister là-dessus, quitte à des fois ne même pas chercher à vous faire plaisir à vous, mais faire plaisir à madame. Et en fait, finalement, c'est ce qui permet d'avoir un équilibre. Et le tout, c'est que certes, vous pouvez être à l'initiative, mais soyez à l'initiative peut-être pour madame aussi. Et peut-être que de cette façon, madame, mesdames, vous aurez beaucoup plus facilité à être source d'initiative, peut-être aussi pour satisfaire monsieur, à l'inverse. Oui, aussi. Ou peut-être pour le commun. Mais Bien en sûr. tous les cas, vous serez beaucoup plus source d'initiative. Parce Et que- ça, moi j'insiste. Hein. Parce que là, il n'y a que 66% des femmes qui se déclarent satisfaites de leur vie sexuelle. Donc il y a quand même 34% des femmes qui sont insatisfaites. Enfin, Et pas encore- insatisfaites, mais Et qui n'ont encore, pas c'est satisfaction ce qu'elles sexuelle. disent aussi, parce que tu peux pas non plus... Oui, à mon avis, c'est sûrement On va bon. pas se mentir, si on te... Ouais. C'est rare d'avoir un couple en plus qui est bien ensemble où la nana va dire devant tout le monde, moi sexuellement c'est pas trop ça par contre. Exactement. Non, mais c'est Donc, vrai. Donc du coup, il y a vraiment un sujet de satisfaction qui est important là. Parce que ça doit être une source de conflit. Alors, j'ai pas la statistique, ou peut-être que je l'ai après. Mais ça doit être une statistique qui fait énormément de mal au couple. Le fait de ne pas penser à la... Et je pense autrui. qu'il faut aussi ouvrir l'éventail des possibilités en termes de sexualité. Parce que la sexualité, ça passe par plein de choses. Donc je pense que c'est intéressant aussi peut-être d'avoir une autre approche. Et ça m'amène sur une stat qui va pas du tout te plaire. Vas-y. Je remonte. J'allais rebondir sur ce que tu disais sinon. Et attention, je dis pas que c'est la solution. C'est juste Ok. parce que c'est juste pour te faire un petit peu tiquer. 20% des couples français ont envisagé la pratique d'une relation ouverte. Donc là, on parle d'une relation ouverte, d'une relation où tu côtoies, enfin où tu fréquentes quelqu'un d'autre. Oui. Donc chacun fait ce qu'il veut. Moi, je suis pas du tout pour, mais pas du tout. Mais après, si ça leur fait plaisir. Putain. J'ai pas prévu de partager ma femme, désolé. Je pensais que ça allait te faire réagir plus que ça, tu vois. Bah C'est bien. non, mais parce que c'est très factuel pour moi, c'est non. J'ai même pas de réflexion là-dessus. Célibataire, la question se pose pas. Tu vois, mais en Oui, c'est pas couple, pareil, oui. si je me mets en couple avec quelqu'un, c'est pour créer ce quelque Non, chose non, là, avec ce quelqu'un. je parle de couple. Hein. Ouais, De bien sûr. couples qui sont ouverts. Non, mais c'est pour ça. ouais. Du coup, moi, non, j'envisage pas été. Et tant mieux si ça vous fait plaisir et que vous trouvez un équilibre sur ça, si ça vous concerne. Mais en tout cas, Après, non, c'est pas ce une qu'ils seconde. expliquent aussi. Ils disent généralement, dans ces 20%, en fait, c'est pour l'expérience d'une relation ouverte, mais Ok. c'est pas un mode de vie. Ok. Tu vois, c'est pas vrai, c'est pas de l'ouvrir, c'est pas de s'ouvrir au libertinage à proprement parler. Oui, donc en gros, même dans les 20%, tu as 80-20, quoi. Tu as 80%, c'est juste pour l'expérience, et 20%, Et c'est une 20% ce expérience sera de couple, libertinage. tu vois, parce qu'ils le voient comme une expérience de couple. Ok, je vois. Mais du coup, ouverture d'esprit sur la sexualité, justement. La sexualité, c'est pas que, je mets le terme, pénétrer, quoi. Ça peut être simplement des touchés, ça peut être des moments, ça peut être des massages, ça peut être justement peut-être des préliminaires aussi, mais Enfin, on va pas se mentir, tu connais beaucoup de massages qui s'arrêtent au stade du massage. non. Mais ce que je veux dire, c'est que ça fait partie de la sexualité. Ah oui, oui, Et bien que sûr. si mais oui. tu t'arrêtes à une sexualité où c'est que de la pénétration, bah en fait, tu as 90% du Passes à côté potentiel du truc, bien sûr. qui est à côté. Et donc, la satisfaction qui peut être allée chercher dans ce 90% des autres solutions, bah en fait, tu la cherches pas. Et si ça se trouve, dans ces 90%, il y aura un élément qui est en fait une source de plaisir beaucoup plus importante pour le partenaire ou la partenaire. Ça dépend en fonction. Donc, en fait, finalement, tester des nouvelles choses, ça a énormément de bon. Et ne pas s'arrêter, donc, juste à cette fameuse pénétration.
Aussi grand bien que ça vous fasse, hein, attention, hein, c'est pas le sujet. Hein. Mais c'est vraiment l'idée d'aller tester des nouvelles choses. Exact. Autre statistique, gestion du stress familial. Parce que en couple, on est tous d'accord, on a tous, sauf, et je ne le souhaite pas, s'ils sont décédés, mais on a tous des parents, donc des beaux-parents, inversement, des deux côtés. Non mais... Waouh! Je reformule. Oui. Quand on est en couple, nous avons tous des beaux-parents. Et donc, évidemment, si on a des beaux-parents, il y a une question de famille. Une famille en dehors du couple. Alors, qui, à terme, peut devenir la famille du couple, mais au début, il faut appréhender et créer du lien avec cette famille qu'on ne connaît pas de base. Sachant qu'on a déjà une famille à gérer qui est la nôtre en général, on peut avoir une pression vis-à-vis de ça. Et ça peut générer du stress. T'aimes bien ma famille? Oui. Et donc ça... Là, on a vu pilote automatique. Hein. Oui. Pas de réflexion. Dis oui. Dis oui. Soit... oui. Je donne ma statistique. Sur la gestion du stress familial. Ça, c'était ton instinct de survie qui a répondu là. 60% des hommes rapportent une meilleure gestion du stress familial, ce qui contribue à une atmosphère domestique plus sereine. Donc, on a tendance, les hommes, je parle on parce que je suis un homme, à avoir une meilleure gestion de ce stress familial. C'est-à-dire que pour la femme, vraisemblablement, ça a l'air d'être une pression qui est un peu plus importante. Mais on est à du 60%. Ça veut dire qu'aussi on a une parité qui est pas loin. Oui, non, peut-être. Je t'écoute. Ça, c'est fort, ça. À chaque fois, on a la statistique qui vient un peu complémenter. J'adore. Parce que là, tu dis, ta dernière ligne parlait justement de la gestion, du coup, de la vie domestique. Finalement, pour avoir une gestion d'une atmosphère domestique plus sereine, par rapport à cette gestion du stress familial. Parce que qui gère le plus la vie domestique pour pouvoir accueillir correctement nos familles? Si on parle des tâches ménagères, oui, c'est mesdames, bien sûr. Et tâches ménagères, c'est beaucoup de choses. Oui. 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 Ben oui, j'ai le Donc forcément, ça aide de pouvoir accueillir sereinement sa belle famille ou sa famille quand, en gros, tout est déjà fait pour pouvoir bien les accueillir. De toute façon, je ne vais pas avoir les tâches ménagères en prioritaire sur le... Si, gestion des tâches ménagères. Vas-y. Ah non, ça va. Ça vous met en avant quand même. Mais bien les sûr, hommes prennent en attends. charge... Attention, on écoute, n'est-ce pas? Vas-y. Les hommes prennent en charge 35% des tâches ménagères. Ok. C'est un début. Moi, je trouve que j'ai approfondi pour en savoir plus sur ça. C'est facile quand c'est les tâches ménagères. Facile. Derrière, il y a quand même un écart. Je cherche le timing. Mais genre, c'est l'écart entre le temps passé dans les tâches ménagères des uns et des autres. Ah oui, non, mais là, vous allez skyrocket les scores, hein, c'est sûr. Mais c'est incroyable. Donc forcément, c'est facile d'accueillir facilement sa belle famille quand vous vous occupez pas de tout ça. Quand la chambre est prête, que le ménage est fait, que la cuisine est faite. Regarde, c'est une parité. C'est-à-dire que vous gérez les tâches domestiques en majorité. Je dis pas qu'il faut pas le faire pour les hommes, mais vous le faites en majorité. Et nous, on s'occupe plus de la relation familiale. Ah mais moi aussi, je préférais être en train de siroter un petit verre de vin tranquillou dans le canapé plutôt que de faire à manger dans la cuisine. Je fais la causette à beau papa et on passe des bons moments avec mon papa. Comme ça, beau papa, il est content. Et moi, je suis content. Beau papa, il serait content d'être avec sa fille. Et si beau papa est content, fille est contente. Et oui. J'ai rien parce que tu as fait le barbecue. Du coup, voilà. Du coup, c'est OK. Mais non, il est vrai que la relation familiale, des fois, peut être pesante. Alors, là, on donne les chiffres, OK, mais on pourrait aller plus loin. On pourrait très bien parler justement des familles qui sont un peu contre certaines relations, qui sont aussi pesants vis-à-vis de la personne parce qu'ils considèrent que c'est pas la bonne personne, qu'il y a énormément de détails qui peuvent faire que ça peut être extrêmement pesant. Nous, on a la chance. Je pense qu'on s'est bien trouvé. Dans notre famille, que nous, on est plutôt en accord qu'on s'est bien trouvé. Et de manière générale, la belle famille préfère toujours la fille. Ils sont contents qu'il ait trouvé quelqu'un pour le garçon. C'était un peu la mission, quoi. Genre. Sinon, c'est la mère qui doit s'en occuper, flemme. Ah ben non, mais ça ne me concerne pas. Je ne me sens pas concerné. Je trouve très bien mes compagnes, la preuve. Mes compagnes? Avec le temps. C'est-à-dire qu'on fait des erreurs, mais on apprend et on s'améliore. Et je me suis plutôt bien amélioré. Ça suffit pas à te rattraper.
On verra si ça finit en Reels, ça. Dans le prochain épisode, vous le verrez en train d'offrir un bouquet de fleurs pour se faire pardonner. Il faudra que je fasse ça. Attends, j'ai trouvé. Non, un bouquet de vraies fleurs. Calme-toi tout de suite. J'ai rien parce que la dernière fois, après, en allant dans la voiture, il y avait des fleurs. Et oui, je ne l'ai pas montré à la caméra, mais vous voyez, je le fais quand même. Et ça, messieurs, faites-le de temps en temps, ça fait du bien. Ça, comment on dit, c'est quoi l'expression ? Ça mange pas de pain. Et ouais, vous pouvez offrir des fleurs, et en plus, elle sera contente, et vous passerez un bon moment. Magnifique. Mais il est fort, le garçon, il est fort. Pas toujours, mais... Statistique suivante. Sur l'engagement émotionnel. 65% des hommes se sentent plus engagés émotionnellement après avoir participé à des thérapies de couple qui améliorent la qualité de la relation. Très bien. Alors, ça... thérapie nous, on n'a pas... couple engagée par la femme. On n'a pas la statistique de qui les a engagés, quoi qu'il arrive. J'appuie sur le fait qu'en effet, les hommes se sentent plus engagés émotionnellement suite à ça. Donc en fait, c'est un élément qui est important. Quand vous avez des problématiques dans le couple, on ne pense pas nécessairement, et c'est un peu une honte, vous savez, d'aller demander de l'aide. On en parlait hier soir, de demander pour avoir. Et bien là, c'est la même chose dans le couple. Si on ne demande pas, on n'aura pas. Et sauf que dans le couple, on n'arrive pas à communiquer. Donc on n'arrive pas à se demander les choses, à se dire les choses. Et quand on en arrive à là, il faut quelqu'un d'externe. Et demander de l'aide à quelqu'un d'externe, donc lui demander quelque chose, son avis, sa perception, la compréhension, va permettre une meilleure manière de résoudre ces problématiques. Et donc forcément, dans le couple, ça se passera beaucoup mieux. Et on a la preuve là ici en statistique que rien qu'au niveau des hommes, alors je n'ai pas la statistique au niveau des femmes tout de suite, mais ça participe énormément à améliorer la qualité de la relation. Donc déjà, ça c'est un très bon point et on vous invite à aller consulter quand il y a besoin. Et il y a beaucoup. Et d'ailleurs, sur les réseaux sociaux aussi, il y a des sources qui sont vraiment intéressantes de choses qui mettent en avant comment gérer la relation dans le couple, comment gérer peut-être des situations plus négatives, de conflits, des situations plus positives qui peuvent avoir un impact émotionnel peut-être trop important, ou bref, des situations qui sont finalement avec nécessité d'être travaillées et d'être mises en exergue, donc mises en réflexion. Je cherchais parce que je l'ai vu passer cette stat où justement pour les couples qui font appel à une thérapie, les effets positifs justement de cette thérapie. Je l'ai vu passer, mais alors pour la retrouver, c'est un bazar monstre. Eh ben écoute, en tout cas, faudrait que je retrouve exactement l'étude. Mais en tout cas, dans les deux cas, que ce soit pour l'homme ou pour la femme, généralement une thérapie de couple pour les couples qui en ont besoin et qui sont prêts à s'engager dedans, c'est vraiment salutaire. Les résultats étaient très favorables. Ok. Je suis retombé sur une statistique là, complètement au hasard. J'ai scrollé. Rien à voir avec ce qu'on disait. Sur l'infidélité émotionnelle. Alors, en fait, c'est la raison, l'émotionnel. Et 40% des femmes trompent leur partenaire pour des raisons émotionnelles, selon The Tech Report. Et en fait... c'est pour ça que tu m'offres des fleurs. En fait, une femme qui se sent négligée et non appréciée par son mari, compagnon, développe une relation émotionnelle intense avec un ami proche ou une relation proche. Et en fait, finalement, elle va se retrouver à tromper son compagnon parce que cette relation émotionnelle intense avec autrui qui est autre que son compagnon, en fait, la satisfait beaucoup plus. Et donc, elle est engagée, finalement, elle s'engage dans une relation qui arrive à la tromperie. Mais... je tiens à signaler que quand même, les pourcentages montrent que les hommes sont plus infidèles que les femmes. Oui, j'avais la statistique Je aussi. mets quand même un... Vas-y. Je mets quand même un petit point sur le fait qu'au fil du temps, ça évolue. Alors, les femmes ne sont pas aussi infidèles que les hommes, mais sont de plus en plus infidèles, par contre. Ok. Donc, je trouve ça assez ouf. En vieillissant. Non, pas en vieillissant. Sur les jeunes générations. Ah oui, au fil du temps, des années. Oui, par rapport en fait à la même étude a été réalisée au fil du temps. Donc, par exemple, en 1970, il n'y a que 10% des femmes, encore une fois, c'est ce qui est avoué. Exactement. Donc, vous êtes peut-être les bonnes menteuses. Sauf qu'à l'époque, il y avait quand même déjà 38% des hommes. Oui, bon, ils étaient peut-être plus honnêtes aussi. On ne sait pas. Non, mais alors là, si on part sur ça... Non, je pense que c'est vrai en partie, parce que je pense qu'à l'époque, c'était pas autant un tabou. Enfin, c'est pas un tabou, c'était culturel. C'est malheureux, hein, mais c'était beaucoup plus culturel que ça l'est maintenant. Maintenant, on sait que c'est pas bien de tromper, tu vois. Alors que tu vois, là, par exemple, pour les jeunes générations, jeunes générations, ils mettent 18-34 ans. Les hommes sont toujours plus infidèles que les femmes. Les femmes, il y a
pas autant de statistiques sur l'infidélité, mais on voit qu'il y a une constante augmentation. Et ça commence à rattraper le niveau des hommes. Par contre, les hommes de 35 à 49 ans sont, pour le coup, eux, plus infidèles que quand ils avaient entre 18 et 34. Ok. On attend quand même 51% des hommes de cette tranche d'âge ont admis être infidèles. Bah, en fait, je pense que comme ça cumule les années passées, et plus tu vieillis, plus, plus certains dévient et donc font l'erreur, naturellement, ouais, ça augmente. En fait, ça peut que augmenter factuellement. Ouais. En fait, ils mettent que dans le temps, par contre, donc vraiment sur l'échelle de vie d'une personne, l'écart entre les taux d'infidélité des hommes et des femmes, donc ça se réduit. Mais en fait, les hommes sont de plus en plus infidèles, alors que les femmes, en fait, sont presque plus infidèles au début et le sont de moins en moins. Tu vois ce que je veux dire ? Ok, elles restent plus engagées. Oui. Par contre, quand elles s'engagent, après, elles s'engagent plus sérieusement. Ok. Et justement, il faut savoir que ces cas d'infidélité, dans 54,5% des cas, aboutissent à un divorce, tandis que 15,6% des couples restent ensemble après l'infidélité. C'est ouf, hein ? Et moi, j'en connais qui sont restés ensemble après l'infidélité et qui ont vraiment eu une très belle vie après. Bah oui, mais j'avais une autre statistique que j'ai plus là tout de suite sous les yeux, mais qui disait que, en gros, quand les gens restent ensemble après une infidélité, eh bien, ils ont une plus forte impact émotionnel et une plus forte difficulté émotionnelle vis-à-vis de ça. Est-ce que ça serait intéressant d'avoir une stat pour savoir si les couples qui restent ensemble sont plus dus à une infidélité de la part de l'homme, ou est-ce que les couples qui décident de rester ensemble après une infidélité, c'est dû à une infidélité due à la femme ? Ah, ça, j'ai pas. Ce serait hyper intéressant, je trouve. J'ai le pourcentage que je disais. 69% des mariages touchés par l'infidélité souffrent de dommages émotionnels à long terme. Même après une réconciliation. C'est mentionné. Donc, ça fait mal quand même. Hein. Donc, messieurs, soyez fidèles. Mesdames, soyez fidèles. Et évitez de vous faire du mal pour rien. Sinon, en fait, dans 70% des cas, quasi, en fait, vous allez niquer votre relation, pour faire simple. Donc, c'est pas le but. Autre élément qui vient de passer. 22% des étudiants universitaires restent dans une relation pour des raisons financières. Oh, c'est fou, ça. Ouais, c'est une pression financière pour rester en couple. C'est dingue. Bah ouais, mais c'est logique, en fait. C'est-à-dire que tu as ta relation avec quelqu'un. Tu divises les frais, tu divises le loyer, tu divises ci, tu divises ça. Ah, de vie commune, tu parles. Ouais. Ah oui, mais alors, je pense, du coup... Mais même inversement, je pense. Ok. Combien ? 22% ? Ouais. Ok. Et donc, du coup, forcément, tu divises tout, en fait. Et à mon avis, ça doit être une des raisons. Parce que tu peux vivre dans un... en fait, tu as un lit, même si tout le reste, c'est pareil que si tu étais tout seul, tu as un lit que tu partages à deux. Et ça te réduit tous les coûts. Parce que tu peux aussi être en couple sans forcément vivre avec la personne quand tu es étudiant. Bien sûr. Mais bon, là, prenons le cas où nécessairement la raison de ceux qui restent, à mon avis, en couple, dans leur relation, c'est parce que finalement, ils n'ont pas le choix. Et à mon avis, s'ils le font et qu'ils n'ont pas le choix, c'est qu'ils vivent ensemble et que c'est trop compliqué d'aller chercher un nouvel appartement, ça coûte trop cher de payer la caution, payer ci, payer ça, tu vois, racheter des meubles. Donc non, je pense que c'est logique. En fait, c'est logique. C'est malheureux, mais c'est logique. Ok, parce que tu vois, j'avais une stat qui était... alors ça, c'est quand j'étais partie dans un délire. Vas-y. Non, c'était vraiment... Ah tiens, pour continuer sur les infidélités. Mais attends, moi je voudrais juste revenir sur les jeunes. Vas-y. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de... En fait, chez les étudiants, en fait, il y a peu de personnes qui sont en couple. Il y a plus de 50% qui se déclarent ouvertement célibataires. Donc déjà, c'est intéressant. Et après, il y a 25% de cette tranche d'âge, donc 18-24 ans, je crois. Oui, 24-25, bon, ok. Là. Et 25% des jeunes de cette tranche qui vivent avec un partenaire sans être mariés. Donc, ok. Donc en vrai, tu vois, s'il y a finalement que 25% qui sont en couple et qu'il n'y a que 22% de ces 25% qui sont dans des relations du coup un peu à cause de l'argent. biaisées,
C'est pas non plus énorme, mais quand même, ça représente peut-être 5%, tu vois, des total des étudiants, quoi. Donc, c'est quand même quelque chose, ouais. Et donc, pour revenir justement sur les infidélités et donc les affaires extra-conjugales, n'est-ce pas? Celles-ci, dans 25% de ces, on va dire, tromperies, elles durent moins d'une semaine. Ah ouais? 65%, ce qui est énorme, se terminent dans les 6 premiers mois. Donc, ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui durent quand même. Et seulement 10% deviennent des relations à long terme. C'est ouf, hein? Est-ce que ça valait la peine? À mon avis, dans les 10% des relations à long terme, c'est ceux qui, en fait, qui finalement quittent le partenaire pour aller avec l'autre. Cette personne, ouais. C'est ce que je trouve affreux. Mais bon. Je sais pas ce qui est le plus affreux. Hein. En fait, de pas tromper, tromper, c'est affreux, quoi. Non, mais parce que être trompé, c'est une chose. Être trompé pour un coup d'un soir... Enfin, à la limite, si tu dois me tromper, fais ta vie avec. Hein. Dis-moi que c'est ton âme sœur et que... Voilà. Ouais. Mais au moins, ça donne un peu de sens. Plutôt que de tromper juste pour... Tromper. J'allais dire un truc bien plus vulgaire. Vas-y. Non, j'ai pas envie de le dire. Non. On est très éduqués ici, n'est-ce pas? Donc, ouais. Ouais. Alors, vas-y, je vais reprendre une statistique au pif. J'en avais d'autres qui étaient sympas, mais... Mais que 10% du coup restent d'accord. Ouais. Après, il faudrait savoir aussi la durée de l'union avant. Genre, par exemple, est-ce que là, on disait 65% dure 6 mois, c'est ça? Si la relation de base durait depuis 2 semaines, attention, je dis pas que c'est bien, oui. Mais on s'entend, du coup, 6 mois, c'était... c'est que la relation de base ne convenait pas. Ouais. Que quand c'est une relation longue de base et que tu casses tout pour une relation qui ne va pas durer. Exact. Finalement, on va reprendre avec des statistiques sur le partage des responsabilités parentales. Là, ici, les hommes participent activement aux soins des enfants dans 40% des couples, ce qui aide donc à équilibrer les responsabilités familiales. Donc, en gros, les hommes se rattrapent de plus en plus là-dessus. Oui, ils se rattrapent parce que 40%, on est d'accord que... Et ça, c'est un chiffre de l'INSEE aussi. Mais c'est bien. Tant mieux, il faut que ça aille dans ce sens-là, parce que c'est vrai que jusqu'alors, c'était pas du tout ça. En fait, on a quand même un fonctionnement du couple qui a énormément changé au fil des années. On est passé vraiment tout. Non, mais c'est ça. Toute la vie. On a un fonctionnement où la femme s'occupait vraiment de tout, la famille, la maison, voilà, ça englobe à peu près tout. Et l'homme s'occupait finalement du travail, de l'argent et des relations amicales, même beaucoup plus que la femme souvent. Et en fait, finalement, là aujourd'hui, on a un mixte qui est beaucoup plus sain, parce que madame ressort de la maison, j'entends. Parce que c'est vrai, avant, elle était globalement uniquement à la maison. Et même elle, pour sa vie sociale. Bah oui, c'est ça. Elle n'en avait pas indépendamment de son mari non plus. C'est exactement ça. Et donc, du coup, aujourd'hui, on a quand même une équipe qui est vraiment de mieux en mieux, quoi. Mais heureusement, c'est plutôt positif. Je trouve que ça aide dans ce sens-là. Ouais, parce que il y a les conflits, féminisme, machin et tout, mais moi je pense dans le fond, les choses se font de la manière qu'elles doivent se faire et c'est bien. Enfin, les choses se font de la manière dont elles doivent se faire parce qu'il y a quelqu'un à un moment qui a dit il faut que ça se fasse. Oui, mais il ne faut pas aller dans l'extrême non plus. Non, faut pas. Il faut un équilibre. C'est pas l'un qui doit être supérieur à l'autre. Oui, il faut un équilibre, mais ce que je veux dire, c'est que si on avait attendu que ce soit les hommes qui. Non. Voilà. Non, disons que de base, tu aurais eu des hommes qui auraient tendu vers ce sens-là, mais c'était un fait établi. C'était une culturelle. C'était comme ça. Donc, naturellement, tu viens pas bousculer l'ordre établi. Il faut, pour l'homme, qui lui était dans la position, peut-être, de mon point de vue, la plus avantageuse à l'époque, il faut le dire, parce que c'était pas équilibré. Mais donc, du coup, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui vienne bousculer l'ordre établi, donc les femmes en l'occurrence, et c'est très bien. Mais il ne faut pas non plus aller dans l'extrême. Non, bien sûr. Surtout qu'il ne faut pas aller dans l'extrême parce qu'encore une fois, il n'y a pas un mode de vie meilleur qu'un autre. Il y a des femmes aussi qui prennent vraiment plaisir et pour qui c'est un objectif de vie d'être à la maison et de prendre soin de leur famille. Oui, c'est vrai. Enfin, voilà. Au même titre qu'il y a des hommes qui prennent beaucoup de plaisir, eux aussi, à se dire, voilà, je laisse la place à ma femme pour sa carrière professionnelle et moi j'ai du plaisir à être aussi peut-être plus à la maison avec les enfants et donc il faut que chacun puisse s'y retrouver. Ouais, c'est ça, et il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse finalement. C'est-à-dire que autant l'homme
peut avoir sa prise de décision dans le sens que la femme. Et en fait, il faut juste que ce soit sain entre les deux, finalement. Bien sûr. Parce qu'on parle beaucoup de masculinité, féminité, etc. Et ça peut être des transitions aussi, ça peut être des phases de vie. Tu vois, ça peut être un moment où voilà, la femme a envie de mettre peut-être plus en parenthèse sa vie professionnelle. Et dans ce cas-là, c'est une discussion de couple parce que ça veut dire que c'est l'homme qui va devoir aussi assumer peut-être plus la partie financière. Donc, c'est un échange qui doit se faire. Et à un moment, la femme voudra peut-être reprendre sa vie professionnelle. Et dans ce cas-là, il va falloir un équilibre aussi pour que l'homme puisse reprendre une part des tâches domestiques et familiales. Et peut-être qu'à même un moment, l'homme se dira, ou pas forcément dans cet ordre-là, on s'entend. L'homme a peut-être lui aussi envie à un moment de faire un temps off et de se dire, moi, j'ai envie de me recentrer sur moi. Est-ce que tu penses que c'est possible que professionnellement, tu prennes l'ascendant pour que moi, j'ai du temps pour me retrouver, savoir ce que je veux faire, etc. Donc en fait, c'est un équilibre et ça peut être des transitions de vie. C'est pas forcément parce que ça se passe comme ça à un moment que toute votre vie de couple sera comme ça. Exactement. Et c'est le timing, les notions de vie, les étapes de vie. D'ailleurs, je prends une année sabbatique. Je me casse. Essaie de me prévenir un petit peu en avance alors. Et on en reparle. mais oui, je suis d'accord, les timings de vie ne sont pas les mêmes pour chacun. Et le fait de trouver un équilibre et de se mettre un accord qui est sain dans la relation va permettre en fait beaucoup plus d'épanouissement. Parce que si tu es dans une étape de vie où c'est dur, où tu as besoin de te passer du temps avec toi-même, tu as besoin de chercher des objectifs, tu connais pas ton projet, tu as besoin de trouver ton projet. On en parlait hier soir. Il faut prendre ce temps en fait finalement. Et inversement, si tu es à fond dans ce qui te plaît et que tu n'as pas besoin de prendre de temps pour toi parce que tu es épanoui par ce que tu fais et que tu peux pas passer de temps par contre pour d'autres choses, peut-être il faut foncer, mais il faut être sûr que la personne avec qui on est OK sur ça. Et donc on trouve un équilibre dans tout ça et on compose avec les trains de vie, les envies, les étapes de vie de chacun. Exactement. Parfait. Statistique suivante. Allez. C'est marrant ça. Leadership dans la relation. 75% des couples reconnaissent que les hommes assument souvent le rôle de leader dans les décisions familiales importantes, selon PayScale. Et oui, ce qui paraît en partie logique au vu de l'évolution du couple au fil des années, encore aujourd'hui. Moi, je sais que c'est aussi quelque chose que je supporte, même si toi, aujourd'hui, tu me laisses la main. Moi, j'adore ça. Donc, Je tiens à signaler que c'est parce que les femmes ont un leadership qui est considéré comme participatif. C'est un autre style de leadership. C'est marrant ça, tiens. Ouais, en fait, les recherches montrent que les femmes leaders ont tendance à adopter un style de leadership plus participatif et démocratique. Ok. Il laisse la voix. Moi, je laisse pas la voix. Moi, je suis dictatorial. Non, mais c'est ça, en fait, la différence. C'est ça, la différence. Et sauf que dans l'esprit des gens, tu vas leur demander c'est quoi un leader. Pour eux, ça va être ça. Ça va être beaucoup plus dictatorial, comme tu dis. Ouais. Et ils considèrent qu'un management participatif, c'est pas le même management. Une grande majorité de personnes, tu vas leur demander pour toi, c'est quoi un manager ? C'est quelqu'un qui va donner des ordres. Alors que... C'est vrai, alors que c'est un leader. On a besoin de leader. Le leader, il montre l'exemple. Mais c'est vrai que la plupart des gens, il y a une mauvaise connotation des deux mots. Exactement. Ils ne comprennent pas. Alors qu'en fait, tu vois, elles sont plus enclines à solliciter l'opinion de leurs équipes, à les encourager à la collaboration, à améliorer, donc ce qui va améliorer la satisfaction et la performance des employés. Par exemple, dans le cadre du travail, oui, bien sûr. Axé sur ça. Non, mais pour l'imager, c'est parfait. Pour la vie familiale, c'est la même chose. Et c'est OK de laisser, entre guillemets... Si l'homme lui est prêt à dire voilà c'est moi qui prends la décision, si ça lui fait plaisir. Non mais j'ai envie de te dire. Pour son ego ça lui fait du bien. Non mais en fait c'est ça, c'est qu'il y a une notion d'ego derrière tout ça. Non mais c'est vrai. Et moi j'ai aucun problème si moi je suis d'accord avec cette décision que tu dises que c'est toi qui l'as pris. Si moi je suis pas d'accord avec cette décision, par contre je saurais te le dire. Mais c'est intéressant parce que là tu vois on touche un point, l'ego. Et en fait je trouve que pour la femme aujourd'hui, donc il y a l'ego de l'homme qui a amené aussi des dérives aujourd'hui, qui évite la remise en question, qui permet moins la communication, bref, donc il faut réduire son ego. Et chez la femme, c'est souvent un peu l'opposé, c'est le manque de confiance qui pousse à devoir se justifier constamment, alors qu'au final, il faudrait prendre un peu plus confiance, tout comme nous on réduit notre ego, pour permettre de ne pas avoir à se justifier des choses, mais de permettre une communication beaucoup plus équilibrée. Il y a ça, mais il y a aussi le fait que, regarde, quand on joue. Oui. Je sais que tu accordes tellement d'importance à gagner. Mais non, t'as toujours pas compris. Moi, j'adore jouer. Oui. Certes, je vais adorer gagner, mais je vais adorer gagner parce que j'ai mérité. Oui, mais quand je gagne,
Ça te met en Non. colère. Mais c'est totalement faux. Et vraiment, c'est T'es totalement pas faux. content quand je gagne. Mais non, on l'a dit plein de fois. Ça fait au moins 10 fois qu'on a le sujet. Et ce coup-ci, c'est sous caméra. Oui, mais parce que tu ne te vois pas. La prochaine fois, je te filme. Non, mais si tu veux, tu me filmes. Mais tu verras bien le résultat. Moi, si je perds, je perds. Mais j'aurais envie de rejouer. Oui, Jusqu'à gagner. oui. Mais c'est pas pour autant que parce que j'ai Sauf perdu, que c'est la mort. t'imagines qu'au bout de la 5e partie, Ah, mais là, c'est moi, différent. j'en ai ras-le-bol. Tu en as Et si ras-le-bol. moi, j'ai envie de rester sur ma victoire, Bah, tu peux. ben non, tu me laisses. Non, faut rejouer, Mais je vais faut rejouer tenter. Mais jusqu'à t'as ce le droit que de me tu dire non. gagnes. T'as Et le en droit fait, de me dire non. oui, mais quand je te dis non, t'es déçu. Ben alors, parce que j'espérais gagner. Mais c'est Tu pas vois pour autant que parce que je suis déçu, bah, c'est la mort, non. Donc au bout d'un moment, je me dis en fait, ça ne prendra fin que lorsque je vais perdre. Bah, si ça te fait plaisir de gagner, gagne en fait. Mais non. Tu vois, là, t'es allé dans un extrême. Ouais, mais parce qu'en fait, des fois. T'as dit oui. Oui, On oui. s'arrête là. Non, mais T'es allé dans un extrême. Et en fait, il n'y a pas besoin d'aller dans cet extrême. La Oui, réalité, bah, c'est oui, que mais- moi, certes, j'ai envie de gagner. je pense qu'il y a une pression, une telle pression sur le fait que on a culturellement dit à la femme qu'il fallait pas qu'elle en fasse trop, fallait pas qu'elle soit trop. Oui, fallait mais moi, je qu'elle t'ai pas soit demandé ça, moi. trop. Oui, mais toi, Si, en fait, tu peux pas refaire l'éducation où l'homme il doit gagner, l'homme il doit faire des sports de compétition, l'homme, tu vois. La femme, elle doit faire des sports de représentation, l'homme il doit faire des sports de compétition. tu sais, je t'ai pas demandé ça. Hein. Donc, moi, ça me concerne pas. Oui, mais tu vois. regarde, tu me l'as pas demandé, mais tu remets ce comportement-là quand même, ou tu Bah vas non. vouloir le faire jusqu'à ce que tu gagnes. Et alors, ça te concerne pas, ça me concerne moi et ma personne. Oui, mais ça Si- te concerne toi et Et ta si personne. toi, t'as envie de dire stop, bah tu dis stop. Oui, mais ça m'impacte forcément. Parce que toi, du coup, tu me challenges à dire moi, je veux recommencer, je veux recommencer, je veux recommencer. Et en fait, là, Bah, je répète, t'as le Donc- droit de dire non. donc là, mais c'est ce que je finis par faire. Bah, oui, mais... Sauf que tu insistes tellement. Mais et alors, tu me dis non. Non, c'est fini, on a fini de jouer, on passe à autre chose. Bah ok, on passe à autre chose. Je vais être dégoûté. Et alors? C'est mon problème, c'est pas le tien. Et Tu vois après, ce que tu je vas veux être dire? ronchon. Non, pas nécessairement. Donc ça va devenir mon problème. Non. Parce que moi, je sais perdre. Non, mais je sais perdre aussi. Combien de fois j'ai perdu et j'ai rien dit? 99% des cas. Peut-être il y a eu 1% ou ok, parce que je voulais vraiment gagner. Mais et alors? Non, mais. C'est pour ça que objectivement- maintenant, on fait plus que des jeux de collaboration. Mais non. Je vais reformuler mon point, parce que j'entends ce que tu dis, mais pour moi, c'est pas ça. Tu es resté sur une perception depuis 10 fois qu'on a le sujet, et que tu ne veux pas accepter la perception différente. Alors que moi, je l'ai compris, ta perception. Mais c'est pour ça que je suis pas d'accord aussi, parce que c'est pas la réalité de ce qui est pour moi. Quand on fait un jeu, ton premier adversaire, ce sera qui? Premier adversaire. Imagine, on est plusieurs. Oui. Qui tu vas vouloir battre? Bah, tout le monde. Bah oui, je veux gagner. Si c'est un Ok. jeu seul, j'entends. Ah Mais ouais. C'est vrai ouais. que c'est parce qu'on joue souvent tous les deux. Mais si on est en équipe, bah, c'est nous qui allons gagner. Et je vais battre tout le monde, c'est pas le sujet. Donc non, dans l'idée, c'est gagner. Et ça, bien sûr, je veux gagner. Mais c'est pas parce que je veux gagner que je sais pas prendre la défaite. Au contraire, même si j'aurais envie, dans le cadre d'une défaite, de continuer, parce que c'est comme ça qu'on s'améliore aussi. Moi, c'est une idée de constamment aller vers la victoire, parce que si j'ai atteint la victoire à un moment ou à un autre, c'est que j'ai compris des choses, c'est que j'ai amélioré des choses. Donc en fait, rejouer, ça me permet de m'améliorer. Alors, sauf les trucs full chance. Hein. Le truc 100% chance, tu peux rien. C'est bon, la chance qui n'est pas avec toi, c'est pas avec toi. C'est d'autant plus frustrant du coup. Parce que c'est pas ta faute, mais c'est comme ça. Et donc du coup, dans le jeu, si tu arrives à un moment où tu me dis non, bah on arrête, Je serais peut-être dégoûté parce que j'aurais envie d'apprendre plus ou de m'améliorer pour gagner, mais je peux pas. Parce que tu veux pas, bah c'est ok. Donc ça, c'est ma perception. Oui, mais tu vois, quand tu dis ça, Mm. tu redis exactement ce que tu viens de dire. Je voulais m'améliorer, mais tu veux pas, donc je peux pas, c'est comme ça. Non mais, Bah oui, Tu mais n'as- tu vois. Oui, mais c'est ça que tu me renvoies. oui. Alors moi, je me dis, mais c'est pas du tout ça. Et donc C'est- j'en reviens. Si je te demande d'arrêter de jouer, c'est pas contre J'en toi. reviens à ce que je disais, tu as le droit. Ouais, mais tu me fais culpabiliser. Non, tu as le Mais droit si, parce que de dire non. tu vois, c'est comme quand on fait un. Mais non, je te fais culpabiliser parce que tu considères que c'est à ton intention. Mais si tu considères pas que c'est à ton intention, Mais cette parce que- réaction, Mais parce bah, que tu du coup, comprendras que c'est ok. en fait, tu me donnes le sentiment que j'agis contre toi, alors que c'est pas le but. C'est toi qui le considères comme ça, encore une fois. Mais quand tu me dis, je voulais m'améliorer, mais tu veux pas. Bah oui. Non, c'est pas tu veux pas, c'est au final tu as le droit de dire non. Donc tu dis non. Moi j'ai envie d'un truc, tu as envie d'autre chose. Jusqu'ici, on a le droit chacun d'avoir nos envies. Et bah tu veux pas ça, Mm. mais tu veux ça. Mm. C'est pas pour autant que tu es contre moi.
Eh ben non, je suis tout à fait d'accord avec ça. Ben voilà. Donc du coup, c'est pas contre toi, c'est souviens-t'en. Avec moi-même. Souviens-t'en. Ben je te le dirai, c'est avec toi-même la prochaine fois. Ben oui. Ok. Mais c'est exactement ça. Si moi je perds, je suis mauvais. Parce qu'accessoirement, au bout d'un moment, si je fais que perdre, c'est que je suis mauvais. Et ben c'est moi et moi-même. Mais c'est pas pour te mettre la pression que j'aurais envie de rejouer. Mais en fait, c'est parce que j'aurais tout court envie de rejouer. En fait, le truc, c'est que comme moi, j'ai envie que tu gagnes, enfin, moi, j'ai pas envie que tu perdes. J'ai envie de gagner, bien évidemment. Mais j'ai pas envie que tu perdes. Moi, mon idéal, si on gagne, ça m'irait bien, tu vois. Oui, bon, c'est là où il y a un problème. Mais, ok. Tu vois, en fait, le truc, c'est que quand on fait des jeux, tu vas être hyper impatient avec tout le monde. Mais genre, tu vas être là, allez, 3, 2, 1... Alors que toi, on te laisse 1000 fois le temps, on te laisse chercher. Je me souviens d'une fois, tu cherchais le mot Sibérie, mais moi, j'étais en train de t'aider. Tout le monde disait arrête de lui donner des indices parce que je voulais que tu trouves. Et ça a duré vraiment très longtemps. Et je crois que tu t'es pas rendu compte du laps de temps. Non, mais Et quand c'est quelqu'un d'autre qui joue, je suis d'accord. Oh, genre limite, hey, là, donne. C'est hyper frustrant. Je suis comme ça. Écoute, mais c'est ok. Enfin, c'est ok dans le sens où c'est pas contre la personne. C'est mon envie de jouer et de passer à la suite, quoi. Mais c'est pas contre la personne. Donc c'est pour ça que je pense qu'au bout d'un moment, on a envie de dire, ouais, si ça te fait plaisir. Mais non. Moi, tu vois, je veux des challengers, du coup, en fait. Ouais, j'aurais 100 fois plus plaisir au mec qui me fait exactement la même. Ouais, mais si tu veux, c'est marrant une fois, c'est marrant 2 fois, 3 fois. Au bout d'un moment, même moi, il n'y a plus de challenge. Parce que t'es moi, pas autant je veux jouer challengeuse. contre quelqu'un qui peut me battre. Pas contre... Bah oui. Bah la preuve que non. Bah pourquoi? Puisque moi, je fais tout pour te battre. Oui, mais tu y arrives... C'est faux. Accessoirement, c'est faux parce qu'il y a quand même une parité. Extinction de voix. Mais non, mais c'est pas une question que j'y arrive pas, ça dépend des fois. Il y a des fois où je vais gagner majoritairement. D'ailleurs, combien de fois t'as pas envie de jouer parce que tu fais que perdre et c'est pas marrant. Et moi, je suis trop content à gagner. Mais alors là? Bah si, il y a des jeux, des fois où tu te dis non, j'ai plus envie de jouer là. Parce que tu fais que perdre. Mais quel jeu? Bah alors là, vas-y. Alors là, ça peut être le président, ça peut être plein de choses. Le président. C'est quoi ce jeu-là? C'est pas grave, on va leur épargner les explications des règles. Mais il y a plusieurs jeux comme ça. Est-ce que c'est un jeu très long avec plein de règles? Non. D'accord. Parce que des fois, c'est juste ça aussi. Non, pas spécialement. Ok. Mais je vois pas c'est quoi ce jeu-là. Mais il y a plusieurs jeux comme ça. Mais en l'occurrence, tu as le comportement inverse du coup. Tu me reproches ce comportement moi chez moi, mais en fait, tu as le comportement inverse. Et bon, bah, tu veux pas jouer, tu veux arrêter, tu veux passer à autre chose. Bon, ça me fait chier parce que je kiffais le jeu. Bon, bah, on passe à autre chose, tu vois. Mais c'est ok. Alors que là, je gagnais. Hein. Et tu vois, j'ai eu la même réaction. Alors ça, vous voyez, c'est un trauma. Ça veut dire que ça a dû arriver une fois. Mais non, j'ai pas gagné qu'une seule fois au jeu qu'on joue. Mais je sais même pas c'est quoi. J'aurais été malheureux quand même. Bah oui. Il faut que je gagne, moi. non, mais c'est sûr. Non, mais on a une parité. Hein. Je pense qu'on gagne et on perd à peu près pareil. Ok. Donc, non. Quand c'est comme ça, vous dites d'accord. Et ça, c'est le pire parce qu'en fait, la personne en face se joue de vous et il n'y a pas une vraie communication. C'est une fausse communication. Donc, encore plus frustrant et ça ne sert à rien. Donc, on perd du temps. Oui. Ok, on reprend notre statistique. Comment on est arrivé à là d'abord? On s'est égaré sur les jeux. Eh oui. Je sais même plus quelle était. Bah, c'est ok. J'ai une data importante. Vas-y. Que j'aime beaucoup et j'en suis très fier. Et je veux aussi attaquer les hommes qui ne sont pas dans cette stat. 65% des hommes participent activement à la communication dans la relation pour permettre l'amélioration de la relation. Donc, c'est-à-dire, ces communications... Combien de pourcents? 65%. Donc, c'est pas contre la femme, c'est pas en comparaison avec la femme, c'est uniquement les hommes. 65% des hommes participent à une amélioration de la communication entre l'homme et la femme. Donc, c'est eux qui poussent dans la relation, la communication, pour que on comprenne pourquoi toi, ça va ou ça va pas, et pourquoi moi, ça va ou ça va pas. Ça veut dire qu'il y a quand même 35% de ces hommes qui n'arrivent pas à faire ça. Messieurs, si vous ne savez pas solliciter votre partenaire pour apprendre à améliorer votre relation et à communiquer, commencez. Et pour ça, il faut simplement lui poser la question, est-ce que tu es disponible pour qu'on discute ? Est-ce qu'on peut prendre le temps de savoir, ok, là j'ai vu que ça t'avait pas plu, pourquoi, comment? Ces discussions, c'est ce qui fait que vous allez améliorer votre relation. C'est ce qui fait que vous allez devenir élargir votre zone de confort de bons moments dans votre relation, parce que vous allez mieux vous comprendre. Donc il faut prendre ce temps. Donc s'il y a que 65% des hommes qui le font, ça veut dire encore une fois que 35% d'entre vous ne le font pas.
prenez le temps de le faire pour améliorer votre relation et permettre à votre couple d'aller plus loin que ce que vous seriez allé si vous ne l'aviez pas fait, tout simplement. C'est important. Ouais. Je trouve que c'est hyper important. Est-ce que tu veux qu'on continue sur ça ou est-ce que je peux redonner des petites stats Comme tu veux. Parce que tu vois, par exemple, pour les 18-24 ans, déjà, il y a des disparités où les jeunes femmes gagnent en moyenne 10% de moins que leurs homologues masculins pour des emplois similaires. Ok. Et en fait, avec l'âge, ça s'accentue. T'as qu'à accepter une offre où ils proposent un meilleur salaire plutôt qu'accepter l'offre où il y a un moins bon salaire. Oui. Et c'est vrai que... Et même, en fait, le problème, c'est que les femmes sont aussi moins souvent employées à temps plein. Ok. C'est fou, hein, que les Donc, hommes. ce qui réduit évidemment la rémunération moyenne. Et du coup, non, mais par contre, la rémunération sur poste équivalent, hein, donc durée équivalente, tu vois, juste dès lors que tu passes 25 ans, déjà, c'est en moyenne 15% de moins pour les femmes. Ok. Et ça ne cesse de grandir avec le temps, en fait. Jusqu'à 20-25, ouais. C'est hallucinant. Et la moyenne est à 20. Mais c'est ouais. Mais après, Et voilà. en fait, il n'y a que 25% des postes de direction, par exemple, qui sont détenus par les femmes. Par des femmes. C'est exactement ce que j'allais rebondir. Et je trouve ça hallucinant. Ben, c'est pour ça que moi, j'inciterai les femmes, mesdames, à prendre plus confiance en vous, puisqu'on a dit l'homme, c'est l'ego, la femme, c'est la confiance. Donc, il faut augmenter votre confiance, tandis que l'homme, lui, réduit son ego, pour aller vers ces postes, en fait, de direction. Vous avez totalement les compétences, en fait, finalement. C'est pas une notion de compétence, c'est une notion de confiance en soi. Et tant que vous n'aurez pas votre confiance en soi, en vous, du coup, cette confiance en soi qui se développe, bah, vous ne pourrez pas améliorer les moyennes. C'est-à-dire que c'est pas possible. C'est pas tant une plus, parce qu'au niveau des formations continues, les femmes participent à davantage de formations pour améliorer leurs compétences professionnelles que les hommes. Ouais, mais parce que du coup, vous pensez qu'à cause de votre confiance, vous êtes moins... Alors que non, vous êtes sûrement meilleur déjà que l'homme. C'est pas qu'une question de confiance, c'est qu'en fait, on dirige plus les femmes dedans en leur disant qu'il faut qu'elles aient plus pour justifier le salaire à un poste équivalent. Oui, bon, ça, ok, ça c'est une déboire, j'entends. Donc mais tu vois, parce que pour le même poste, en fait, il y a 40% des femmes qui sont fortement encouragées, enfin, il y a 40% des femmes qui le font, donc sur combien... mais qui continuent à améliorer leurs compétences professionnelles, alors qu'elles touchent quand même toujours moins que les hommes. Non, mais c'est pas... En fait, le sujet, il n'est pas là. Pour moi, justement, c'est une question de confiance en vous. Je prends un recruteur qui fait pas de distinction homme-femme. Il va se retrouver en face d'un profil en face de lui. Si le profil, il a confiance en lui, il y aura, sur des postes de direction, beaucoup plus de chances que cette personne soit prise. Sauf que majoritairement, on l'a vu... actuellement, c'est l'homme qui est beaucoup plus confiant en lui. Donc, il faut que vous, mesdames, vous releviez votre confiance en vous parce que vous n'avez pas moins de compétences que l'homme. Je pense que c'est pas une question que de confiance en soi. Hein. Ben, ça joue beaucoup dans un entretien. En fait, je pense que c'est... Oui, mais le problème, il est même avant ça. Parce qu'en fait, c'est vraiment par secteur. Les secteurs de la finance et de la technologie, c'est là où il y a le plus gros écart entre les hommes et les femmes. Je ne parle pas des statistiques, là. Oui, mais je vais au bout de ma réflexion. Les finances et les technologies, c'est là où il y a les plus gros écarts de disparité dans les salaires hommes-femmes, sauf que c'est aussi les secteurs où on engage davantage les hommes, dans les filières éducatives qui mènent derrière à ces postes-là. Donc dès les études, il y a des disparités. Oui. Donc en fait, c'est que déjà avant, il y a quelque chose qui fait que les femmes sont moins représentées dans les domaines scientifiques, technologiques et financiers. Et ben c'est là où je reprends ce que je disais, la question de ce quelque chose, il faut le comprendre. Parce que la plupart du temps, si de même, à compétences égales, on recrute plus un homme qu'une femme, c'est qu'il y a une raison. Et peut-être que cette raison, la majorité du temps, pour moi, c'est... Alors je dis pas que c'est le cas tout le temps, mais pour les postes cadres, direction, etc., je parle pas de quand tu es étudiant et que tu sors d'études. Bien que peut-être ce sera identique, j'en sais rien. Mais sur des postes cadres ou de direction, la confiance en soi, elle doit se développer. Elle doit être beaucoup plus importante parce qu'en réalité, c'est que c'est pas une notion de compétence. Puisque vous apprenez les mêmes choses que nous. C'est un peu facile. Moi, je trouve mais c'est pas une question d'un peu facile. C'est une question d'accepter l'idée que... Donc en gros, tu es en train de dire à une femme qui touche 20% de moins sur son salaire, ouais, t'avais qu'à poser tes couilles sur la table. Non. Parce que cette moyenne, elle est là, non pas parce qu'elle touche 20% de moins, elle est là parce qu'elle n'est pas à des postes de direction similaires que l'homme, en majorité. Non, les hommes sont en majorité sur ces postes. Non, les 20% d'écart, c'est à poste équivalent.
Ben non, justement. C'est à surreprésentation sur des postes plus élevés. Moi, c'est la statistique. Donc, j'entends pour ta statistique. Est-ce que tu peux entendre que pour la mienne, c'est pas ce qu'il dit? Oui, mais ça dépend des postes, du coup. À poste équivalent. Donc, dis-moi juste que t'es pas d'accord. C'est pas une notion que je suis pas d'accord. Je te parle pas de ça. Je te parle aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? On se plaint pour la femme et on attend? Non. L'idée, c'est d'aller répondre à ça, d'aller trouver une solution à ça. Je trouve que c'est facile de dire que la femme gagne moins juste parce qu'elle a soi-disant moins d'assurance. Alors, c'est pas vrai. Il y a des femmes qui ont énormément d'assurance. Et ben, elles ont eu les postes. Et elles sont à ces postes-là, sauf qu'elles sont une minorité. Sauf qu'à ces postes-là, elles ont 20% de moins sur leur salaire. Eh bien non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Bah, toutes les études qu'on a eues sont fausses. Non, puisque les statistiques prouvent que c'est juste une surreprésentation pour moi. Donc, je répète. Pour toi. Mais c'est pas pour moi, c'est les statistiques. Les statistiques que j'ai là. Et donc les miennes sont fausses et les tiennes sont vraies. Je dis pas que les tiennes sont fausses. Parce que t'es un homme. T'es bête là. Oh oui. Oh, ah merde, j'ai perdu. Tu m'insultes pas. Tu ne m'insultes pas. J'hallucine. J'insulte pas. Non mais j'hallucine. C'est pas passé loin. Donc, je reprends ce que je disais. Je suis quoi? Tu dis une bêtise. Je suis quoi? Tu as dit une bêtise. Je suis quoi? Tu m'as cherché en disant une bêtise. Je suis quoi? Tu es l'INSEE. Bon, bref, allez, on passe. Je ne cherche pas à dire que la femme, elle est nulle, que la femme, elle est médiocre, que la femme, elle est à moins 20% de son salaire. Je cherche à dire, aujourd'hui, il y a une situation qui est le fait, elle gagne moins. Mais que si elle veut que ça change, il y a des choses à mettre en place. Il y a des solutions à aller chercher. Demande-lui tout de suite, est-ce que à poste égal, quelle est la disparité de salaire? Parce que là, tu ne me crois pas que c'est à poste égal qu'il y a une disparité de salaire. Pour toi, c'est sur la moyenne. Aux États-Unis, pour le coup. Selon le rapport de PayScale, lorsqu'on contrôle pour les mêmes emplois, niveau de compétences et expérience, l'écart se réduit, mais persiste encore, à 98 pour 1. Donc ça veut dire qu'il y en a 98%, donc c'est à peine 2% de différence. Dans l'Union européenne, on a 14% de différence. À poste égal. Et en France, oui, poste égal, expérience égale, niveau de compétence égal. Et en France, on est seulement à 9% de différence. Et c'est l'INSEE qui le dit, hein, c'est pas moi. Royaume-Uni, c'est différent, 15%. 6% en Allemagne, bref, voilà. Donc, tout ça pour dire, il y a des endroits où ça se réduit. Donc, c'est pas pour parler de la différence, parce qu'on s'y rapproche. Et petit à petit, elle est réduite. Mais tu étais en train de me soutenir que, en gros, ce qui crée cette disparité, c'est que la femme n'avait pas le poste parce qu'elle n'avait pas assez d'assurance. Alors que là, je te parle de personnes qui ont le même poste. Je parle, moi, de poste cadre et dirigeant. Il y a les femmes ne sont pas assez représentées, c'est ton statistique qui l'a dit. Oui, donc, mais à poste égal, pour des cadres dirigeants, l'écart homme-femme au niveau salarial, il existe. Mais il existe, mais ça dépend du poste. Si tu es PDG de Google, bah c'est normal que tu n'as pas le même salaire que si tu es PDG de Creator Studio, tu vois. Et pourtant, c'est un poste similaire. Pas les mêmes responsabilités, pas les mêmes efforts, pas les mêmes équipes, mais tu n'auras jamais la même rémunération, c'est normal. Donc ça dépend aussi des entreprises. Mais si tu es sous-évalué, tu peux pas tirer la moyenne équitable, puisque tu représentes moins. Je ne sais pas si tu comprends, mais ce que je veux dire, c'est que si tu as 75% des hommes qui sont à ces postes et que 20% des femmes, 25%, pardon, forcément, s'il y a une disparité aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas 50-50. Le jour où il y aura 50-50, pour moi, il n'y aura plus de différence. Non, mais c'est pas ça que ça signifie. Ça signifie que, imaginons, ok, très bien, il y a 25 femmes qui vont toucher, de manière approximative, 2 000 € par mois, 75% des hommes qui vont eux, avoir 3 000, il y a bien un écart. Oui, mais parce que la moyenne d'hommes... Sur le même poste. Parce que la moyenne d'hommes, dans cette moyenne, ça comprend les extrêmes. Et les extrêmes d'hommes, à des extrêmement gros revenus, tirent la moyenne vers le haut. C'est ça que je veux dire. Sauf que si tu n'as pas une parité de quantité de personnes dans des postes similaires, tu ne peux pas faire une vraie moyenne de rémunération. Et aujourd'hui, on a cette disparité à cause de ça. Alors moi, tu vois, j'ai d'autres informations qui datent de l'INSEE aussi, de 2022. Donc, pour le revenu salarial moyen, des femmes dans les secteurs privés, etc. Donc là, inférieur à moins 23,5% à celui des hommes. Je ne comprends pas pourquoi on a des différences aussi élevées. C'est pas l'écart est dû logique. en partie à des différences de volume de travail annuel, donc ça, ok.
et la fréquence du temps partiel. Donc là, c'est pas sur le même volume horaire. Ah bah voilà, Non, mais déjà. attends, mais je donne l'entièreté de l'étude. Mais justement, Permets. donc il faut pas dire que c'est faux. Écart salarial, poste comparable. Donc là, en effet, ça se réduit. Mais on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, que les femmes sont moins embauchées à temps plein que les hommes. Maintenant, facteur explicatif, ségrégation professionnelle, ils n'occupent pas forcément le même type d'emploi. Volume de travail, les femmes, on leur conseille moins d'heures de travail parce que c'est ce qu'on leur propose d'office dans les postes qui sont donnés aux femmes, il y a moins d'heures de travail, donc ce qui a un impact sur le salaire annuel. La présence des hauts salaires, donc les femmes qui sont en effet sous-représentées. Et derrière, il y a des initiatives pour réduire les écarts qui se mettent en place avec des aides collectives, etc. Et c'est ça qui réduit l'écart en France par rapport à d'autres pays. Non, mais après, aussi. Je reste quand même borné là-dessus, mais peu importe l'écart qu'il y a aujourd'hui. Pour moi, si demain, la femme prend plus de compétences et prend plus de place dans les postes à haute responsabilité, cadre et dirigeant, c'est pas une question de ça. Je viens de te donner l'exemple et tout le discours est parti de ça. Si la femme est en capacité de se montrer aussi confiante et assurée qu'un homme, et je dis pas que c'est le cas de toutes, mais dans la majorité c'est le cas, eh bien, il y aura plus ce sujet. Et elles seront exactement pareilles, et on sera tous au même niveau. Là, je trouve que c'est ce qu'on aimerait toutes. Ben, moi, je vous le souhaite. Oui, mais tu oublies un facteur essentiel, qu'il y a des hommes qui ne veulent pas embaucher des femmes. Ah oui, mais les RH, aujourd'hui, je suis sûr que la majorité des RH, c'est des femmes. Oui, mais les RH, elles suivent les directives de la société. Ben, oui, mais c'est aussi elles qui recrutent. Oui, mais si l'employeur dit on veut un homme pour ce poste... Non, mais ça, c'est rarement dit. Surtout dans les sociétés, les grosses sociétés, maintenant, tu dis plus ça. Oui, mais c'est rarement dit comme dans les grosses sociétés qui se font épingler pour racisme. C'est rarement dit, mais c'est pas pour autant que malheureusement, des fois, il y a mais pas ça des choses qui passent à la trappe. Ça dépend qui fait le recrutement. Bon. Bien sûr. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des inégalités qui ne sont pas dues à un manque de volonté des femmes ou à un manque d'assurance des femmes. Il y a des inégalités qui sont dues à des stéréotypes, à des visions... Ça, c'est les faits. Mais aujourd'hui, je te parle pas des faits, je te parle de comment faire pour demain. Bien sûr. Mais moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est pas aujourd'hui, oui. On reste là et on se remue la merde, tu vois. C'est de me dire, on est tous d'accord avec ça. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce que tu ne suis pas ce que je partage et tu ne rebondis pas dessus? Parce que je trouve que c'est trop facile de dire aujourd'hui il n'y a pas plus de femmes représentées parce qu'elles n'ont pas assez d'assurance elles n'ont pas assez d'assurance quand elles se présentent à l'entretien, alors que moi je connais nombre de femmes qui sont pleines d'assurance, qui débarquent à un entretien et qui ont tout ce qu'il faut et qui face à un homme qui peut-être même aura même moins d'assurance feront peut-être pas le poids. Et ça, c'est différent. Ça dépend de la moyenne de qui est le recruteur. Mais si c'est une moyenne de recruteurs femmes, si vous appréciez pas entre femmes aussi, moi, je sais pas comment ça fonctionne après. Mais, alors, ce que je veux dire. Il n'est pas question de ça. Donc là, tu es en train de dire que les femmes ne sont pas prises soit parce que les femmes n'aiment pas les femmes, soit parce que les femmes n'ont pas assez d'assurance. J'en sais rien. C'est hyper stigmatisant. Oui, mais en attendant, 60% des hommes voient un impact négatif de leurs engagements professionnels sur leurs relations. C'est-à-dire que le stress du travail et des engagements a un impact négatif sur la relation du couple, finalement. Ok. Et c'est dû à quoi? C'est dû à un fort taux d'absentéisme, par exemple, dans la vie familiale ou est-ce qu'on sait... J'ai pas d'infos là-dessus. Non, ça peut très bien être ça. Ça peut très bien être peut-être que de par les responsabilités, ils ont le cerveau qui fuse à 50 000 à l'heure et que plus il y a de responsabilités, plus ils ont une charge mentale importante et donc forcément ça a un impact négatif sur la relation parce qu'ils sont plus stressés. Et donc s'ils sont plus stressés, moins de communication, etc. Ok. Donc ça peut être plein d'éléments comme ça. Ouais. Du coup, ça peut être intéressant de mettre en place des stratégies justement de gestion du stress, même dans le cadre du foyer. Oui. Parce qu'il ne faut pas... donc, ok, ça c'est la statistique pour les hommes, mais les femmes aussi sont sujettes à la charge mentale. Ouais. Et aussi au stress professionnel. Donc, ça peut être intéressant, justement, peut-être, de mettre en place des stratégies, par exemple, de loisirs communs, des choses comme ça, pour justement, plutôt que d'isoler chacun dans sa bulle et dans son stress, parce que le risque, c'est que si chacun a une profession de son côté, et que la maison n'est pas une safe place, je ne sais pas comment dire, une zone justement de calme et qu'on ramène ces bulles de problème ici et que chacun s'évade ailleurs pour s'en libérer, ça fait que justement il n'y a plus l'intérêt du foyer commun.
Alors que si jamais ensemble, le couple peut-être peut se trouver une activité pour décharger tout ça et en même temps être ensemble, ça peut être une solution. C'est vrai. C'est une bonne solution et dans tous les cas, ce sera bon parce que ça va permettre à chacun de mieux communiquer et de relâcher aussi cette pression et cette charge mentale. Exactement. Sur ce, on va s'arrêter là. Ça a été un plaisir de vous avoir. Merci à tous. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Merci Lindsay. Ciao. Et on se dit à très vite. Ciao.